le chat, je viens de lancer la VOD du Tech Talk. Comme d'habitude, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Petit rituel, hein. On n'oublie pas le petit rituel. Dites bonjour à YouTube pendant que moi je vais vous faire un petit sommaire des news dont on va parler cette semaine. Alors, cette semaine, c'était le Computex, bien évidemment. Beaucoup de présentations, beaucoup de nouveaux produits présentés. Pour faire simple, je ne vais pas aborder tous les produits qui ont été présentés parce que c'est essentiellement des nouveaux produits. Dans le sens où chaque compagnie va présenter ses nouvelles cartes mères, ses nouveaux boîtiers, sa nouvelle RAM, ses nouveaux claviers, ses nouvelles souris, ses nouvelles chaises gaming, ses nouveaux ventilateurs, etc., etc. Il y a vraiment pléthore de trucs qui sont annoncés, qui sont surtout montrés, démontrés. Il y en a peu qui sortent juste après. Généralement, ils vous montrent des prototypes ou des produits qui vont sortir dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne peux pas passer à travers tout ce qui a été dévoilé. C'est pour ça qu'on va quasiment pas parler des boîtiers, des claviers, des souris qui ont été montrés au Computex, parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse sur le Computex. Vraiment, on va s'intéresser à plutôt les conférences qu'il y a eu, notamment celle d'AMD, celle d'NVIDIA et celle d'Intel. Mais on va commencer par des news qui concernent Microsoft, puis une petite news qui concerne Huawei, ensuite 2-3 news de jeux vidéo avant le 3, et ensuite on va parler un petit peu justement de la conférence AMD et après de la conférence vite fait Nvidia et vite fait Intel. Pas grand chose à dire sur Intel, je vous avouerai, mais 2-3 trucs quand même. Bon, voilà. On va commencer donc tout de suite, tranquillement. Tranquillement. Allez, changement de scène. Voilà, vous avez bien dit bonjour à YouTube, c'est parfait, c'est bon, tout va bien. Bonjour à YouTube Sphere, coucou YouTube. Bon, on va commencer par une news qui concerne donc Microsoft. Microsoft est plutôt le Xbox Game Pass. Donc il s'avère que Microsoft va amener le Xbox Game Pass sur PC. Ce qui veut dire qu'en gros, ça va être un espèce de petit pass de jeu et tout. Ils l'amènent clairement. Juste après le 3, ça sera disponible. Il y aura. Ça va être le même concept qu'on connaît déjà, c'est-à-dire un accès illimité à une bibliothèque de jeux de beaucoup d'éditeurs différents, etc., etc. Et qui vont du coup permettre d'avoir des jeux de chez Bethesda, de chez Deep Silver, de chez Microsoft, de chez Paradox, de chez blablabla. Plein de jeux qui sont dispo sur le Microsoft Store et du coup qui sont mis ensemble dans ce pass sur PC. Et ça va coûter environ 10 balles par mois. Voilà, ça va coûter à peu près 10 balles par mois. Et vous avez également des bénéfices si vous souscrivez à cet abonnement sur PC. Notamment, vous avez des réductions sur les DLC des jeux, sur les jeux qui sont aussi dans la librairie et que vous pourriez acheter hors pass, etc., etc. Donc vraiment, Microsoft essaye de ramener toute sa bibliothèque de jeux qui sont un peu sur Xbox, aussi sur PC, et d'avoir un énorme univers cross-platform. Oui, un petit peu chelou le logo, oui, je suis d'accord. Ce logo est un petit peu bizarre. J'aime pas trop leur direction artistique. Également, une autre news qui concerne Microsoft, ils s'arrêtent pas là, hein. Ils vont certainement en parler lors de l'E3 également, mais ils vont essayer d'amener beaucoup plus de leurs jeux sur Steam. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des jeux qui sont vraiment juste disponibles sur le Microsoft Game Store. Donc tout plein de jeux qui sont des UWP, donc Universal Windows App, Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est le plus gros exemple que j'ai, mais il y a Sea of Thieves, Gears of War, je pense qu'il y a certains Age of Empires qui sont disponibles que sur le Microsoft Store, etc. Il y a vraiment pas mal de jeux qui sont disponibles que sur le Microsoft Store. Il y avait un jeu de chez Quantic Dream, je pense, qui était dispo que sur le Microsoft Store. Je sais plus exactement son nom. Bref, ils vont bouger pas mal de leurs jeux et les rendre disponibles sur Steam pour que justement l'utilisateur et le consommateur sur PC aient le choix, qu'il ne soit pas limité à devoir aller acheter son jeu sur le Microsoft Store, qu'il puisse aussi aller choisir ses jeux sur Steam. Donc en gros, ils vont déplacer des jeux qui sont des Universal Windows App, donc UWP, ils vont les déplacer sur Steam. UWA, Universal Windows App, UWA. Ils vont les déplacer sur Steam. Et également, du coup, de la même manière, il y a des jeux sur Steam donc, qui vont venir sur le Windows Store. Voilà. C'est un petit peu un échange de bons procédés. Forza, exactement. Forza, un jeu qui n'est disponible que sur le Windows Store.
Bah du coup, Microsoft va déplacer certains de ses jeux, enfin pas déplacer, mais va rendre disponibles certains de ses jeux sur Steam, et Steam va amener des jeux sur le Microsoft Store. Donc c'est plutôt pas mal. On aura un peu plus de choix. Mais grosso modo, ça c'est le signe d'un problème ou d'une autre annonce qui a été faite par Microsoft. C'est la fin du UWP et du UWA de chez Microsoft. Donc en gros, Microsoft veut essayer d'arrêter le système UWP, donc c'est le système universel Windows Platform, donc Universal Windows Platform, où tout était rassemblé au même endroit. C'est-à-dire que vous aviez un seul kit de développement, vous aviez toutes les... En gros, tout le développement a été rassemblé au même endroit pour que ce soit plus simple de développer des applications, que ce soit sur des petits appareils, des mobiles, des PC, que ce soit aussi sur Xbox ou sur les tablettes, par exemple les tablettes de Microsoft comme la Surface, etc., etc. Donc ils avaient essayé de créer un espèce d'écosystème où tout était au même endroit pour les développeurs et pour les utilisateurs. Ils avaient appelé ça le UWP, Universal Windows Platform, plateforme Windows universelle. Le problème, c'est que tout passait par Windows. Donc il fallait vraiment que tout soit harmonisé à travers Windows et que tout le monde utilise Windows 10 et tout et tout. Donc c'est vraiment le rêve de Microsoft d'utiliser ça et du coup d'avoir des applications qui soient dispo à la fois sur mobile, mais que ce soit genre en un claquement de doigts que tu puisses les porter sur PC, que les jeux soient compatibles cross-platform entre Xbox, PC, mobile, etc., etc. C'était une bonne idée. C'était une bonne initiative, mais ils se rendent compte que c'est trop compliqué parce que justement c'est trop dépendant de Windows 10. Il faut que tout le monde utilise Windows 10, etc., etc. Et du coup, Microsoft essaye un petit peu de prendre du recul par rapport à ça et va certainement abandonner cette sphère du UWP et va plutôt du coup s'ouvrir aux autres formats comme Windows 32, etc., comme le Win32 qu'utilise Steam et tout et tout. C'est pour ça notamment qu'il y a des jeux qui sont sur le Windows Store qui vont aller être dispo sur Steam et inversement. C'est à cause de cette philosophie-là. Parce que du coup, Microsoft va essayer maintenant de se détacher un peu du Universal Windows Platform. Bon, c'est une bonne et une mauvaise chose. Je veux dire, l'initiative était très bonne, partait d'une bonne intention, mais la mise en place est un petit peu trop hasardeuse, il y a encore des problèmes, etc. En soi, tu peux avoir une bonne expérience, mais il y a quand même pas mal de défauts. Du coup, c'est peut-être mieux qu'ils arrêtent d'essayer de pousser dans ce sens-là et qu'ils essayent de s'ouvrir un peu plus aux autres écosystèmes. Notamment, ça ne les empêchera pas d'avoir des jeux PC et Xbox, à mon avis, qui vont être cross-platform d'ici quelques années. Voilà, voilà. Bon. Donc, ils vont certainement revoir un petit peu leur politique au niveau jeux vidéo, développement d'applications et tout et tout. L'autre news concerne Huawei. Huawei, je vous l'avais dit la semaine dernière, ils avaient été, en somme pas bannis, mais ils avaient été bannis par le gouvernement américain, blacklistés, mais ils avaient été aussi retirés de certaines associations et de certains groupes, notamment celui sur les cartes SD, donc qui leur permettait d'utiliser les standards sur les cartes micro SD et d'inclure ça dans leur téléphone. Ils avaient été retirés de cette association-là, ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient plus utiliser les standards de cartes SD. Également, l'Alliance pour le Wi-Fi et qui du coup définit un petit peu la roadmap et les plans pour les technologies sans fil. Ils n'avaient plus leur mot à dire sur le développement des prochaines technologies sans fil. Ils avaient retiré de pas mal groupes de tech et associations de technologie, mais ils ont été réintégrés dans ces groupes-là parce que c'était vraiment trop handicapant pour eux. Donc ils ont été réintégrés dans la Wi-Fi Alliance, dans la SD Association et dans l'association qui gère également les normes Bluetooth. Voilà. Donc, parce qu'également ils avaient été bannis de ça. Et ils ont été aussi réacceptés dans la bêta d'Android Q. En gros, dans le programme bêta d'Android Q qui permet aux développeurs de tester leurs applications et d'optimiser leurs applications pour Android Q. Donc là, pour l'instant, Android Q, il y a seulement le Huawei Mate 20 Pro
qui a été ajouté à la liste des smartphones éligibles. C'est le seul téléphone de chez Huawei qui a été ajouté à la liste, c'est le Mate 20 Pro. Donc pour Android Q. Après, Huawei, de manière générale, a été réintégré à l'association pour les cartes SD, celle pour le Wi-Fi et celle pour le Bluetooth. Donc, on revient un petit peu en arrière. C'est-à-dire que c'est moins dramatique que la semaine dernière. Huawei, voilà. C'est moins catastrophique que la semaine dernière, même si du coup, par rapport à Google et à Android, etc., l'état reste le même. Bon. Ensuite, on va parler un petit peu jeux vidéo. Jeux vidéo, notamment, je pense que vous l'avez vu passer avec la news et le trailer sur Death Stranding. Alors, prochain jeu d'Hideo Kojima, qui a fait parler de lui il y a un petit moment. Personne n'avait aucune idée de quel type de jeu ça allait être. Je vous avouerai qu'après avoir vu un trailer de 8 minutes qui est sorti cette semaine, j'ai pas plus d'idées. Bah, peut-être un petit peu. Je vous invite à regarder le trailer, hein, bien évidemment. Je pense que je ne peux pas le montrer en live parce que sinon on va être copyrighté, strike dans tous les sens à cause de la musique, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, c'est un jeu un peu d'exploration solo avec quelques parties multijoueurs. Il a été dévoilé que les parties multijoueurs, coop, etc. seront asynchrones, c'est-à-dire que tu vas pas jouer forcément ensemble en même temps. Tu n'auras pas besoin de jouer ensemble en même temps. Ça peut être des actions qui sont faites à différents moments et tout. Donc c'est ça va être asynchrone. Et ensuite, ça va être un jeu potentiellement avec TPS, avec un petit peu de shoot. Il y a l'air d'avoir des morts qui flottent dans l'air, etc., qui te ramènent. Si t'attrapent, ils te ramènent dans leur époque, là où ils sont morts, ou alors sur le lieu de là où ils sont morts. Donc t'as l'air de faire des sauts dans le temps, genre dans le passé, pour revivre des épisodes historiques. Genre, dans le trailer, on voit la Première Guerre mondiale, etc. Donc c'est un petit peu bizarre. J'ai pas trop compris. Je pense que personne n'a vraiment compris ce qui se passait. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va d'abord sortir sur PS4. Ça va certainement être une exclue sur PS4, mais qui va être aussi sortie sur PC. À la manière de Metal Gear Solid 5, comme l'avait fait. Exclu PS4 pendant 6 mois, 1 an. On n'a pas encore de durée exacte. On sait que ça va être entre 6 mois et 1 an. Mais qu'ensuite, Death Stranding va sortir sur PC. Voilà. Donc si jamais c'est un jeu qui vous intéressait, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas une exclue console seulement. Ça va aussi venir sur PC plus tard. Et sur PlayStation 4, ça sort le 8 novembre. Bon. Également, autre jeu qui a fait parler de lui beaucoup, c'est Call of Duty Modern Warfare. Donc on a eu un trailer pour un nouveau Call of, on savait pas trop à quoi s'attendre, et il s'avère que c'est un reboot du premier Modern Warfare. Je ne sais pas si l'histoire va être exactement similaire. On retrouve les personnages qu'il y a dans le premier, notamment Price, Captain Price. Moi j'ai reconnu, j'ai vu ce message, j'ai fait hé hé, mon boy Captain Price. Le jeu a l'air splendide d'un point de vue graphique, il a l'air vraiment très très beau. Et je suis vraiment content, j'espère qu'ils vont vraiment pas foirer. Modern Warfare, c'était un des Call of Duty qui avait une campagne solo, qui était assez courte. Ça durait quoi 10 heures, la campagne solo de Modern Warfare, peut-être même un peu moins. Mais elle était très bien faite, très très bonne. Une des meilleures campagnes solo de Call of Duty que j'ai pu faire. Et j'en ai fait pas mal. Et donc j'espère que ce reboot va être une bonne chose et va apporter un petit vent de fraîcheur sur la licence Call of. Il y a également du coup du cross-platform qui est supporté directement à la sortie du jeu, parce qu'il va aussi avoir un mode multijoueur, bien évidemment. Le mode multijoueur de Modern Warfare a été aussi un très bon mode multijoueur. Il va y avoir du crossplay, donc entre console, PlayStation je pense, Xbox certainement, et du coup PC. Et également, ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue graphique, sur PC en tout cas, peut-être sur les consoles next-gen, s'il sort sur la prochaine PlayStation et la prochaine Xbox, on aura en tout cas du ray tracing. On ne sait pas exactement si ça va être pour l'illumination globale, pour les réflexions, pour les ombres, mais on aura du ray tracing sur ce prochain Call of Duty. Voilà. Je vous invite également, bien évidemment, à regarder le trailer, parce qu'il est vraiment pas dégueu. On peut peut-être essayer de le regarder, peut-être que celui-là va passer, parce que je sais que Square Enix est un petit peu plus tatillon que Blizzard. Bon, on va essayer de voir ça, on va essayer de regarder ça. Hop là, hop là, 1 minute 52, ça devrait aller. 1400, hop, voilà.
The rules have changed. There's a fine line between right and wrong. And somewhere in the shadows, they send us in to find it. 126 actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo 6. Going dark. Start clear! Victor 6-4, green light. Chemical weapons are now in the wild. Foreman copies all. Guys, hostiles assaulted civilians! Get to safety, go! We get dirty, and the world stays clean. That's the mission. Who's your team? Some old comrades. Et voilà. Voilà, c'était le petit trailer. J'espère que je pourrai le laisser sur la VOD. Bon. Un autre jeu qui a également fait parler de lui un petit peu, c'est le remake de Final Fantasy VII qu'on attend, je sais pas, moi je l'attends, vous peut-être pas, qu'on attend depuis très très longtemps, parce qu'il a été teasé il y a vraiment un moment, un vieil E3, je pense que c'était 2015, quelque chose comme ça, et depuis pas vraiment de news. Le développement apparemment était chaotique, il avait été commencé par un certain studio, ils n'y arrivaient pas, ça a été annulé. Enfin, pas annulé, mais en gros, ça a été genre le projet a complètement été foutu à la corbeille et ils ont repris depuis le début. Bref, très très long, très long. Et il semblerait que ce remake va faire sa venue pas seulement sur PlayStation, mais aussi sur Xbox. Voilà, je m'y attendais pas du tout, parce que pour moi, Final Fantasy, c'est des jeux qui sont généralement en exclusivité sur PlayStation. Donc j'ai été très surpris, mais il semblerait qu'il ait été listé sur Xbox One et qu'il pourrait arriver dans la première moitié de 2020, donc première entre janvier et juillet 2020. Grosso modo, on pourrait voir le jeu débarquer dans ces eaux-là et on va en entendre parler bien évidemment à l'E3 2019. Également, il y a peut-être aussi un nouveau Rainbow Six Siege qui va sortir, mais tout ça, ça sera des news après l'E3 2019, on en reparlera plus tard. Voilà. Ah oui, également, sur le Call of Duty Modern Warfare, pas de Season Pass, oui, très bonne chose, ça c'est très bonne chose, pas de Season Pass, très belle décision. Ils ont bien fait. Bon, on va parler un petit peu des conférences AMD et plutôt de ce qui a été dévoilé par AMD et par Nvidia lors de ces conférences. Et on va commencer bien évidemment par Ryzen, hein. C'est les grosses news. Tout ce qu'on savait ou tout ce qu'on avait supposé était presque faux. Pas tout à fait, mais on était un tout petit peu loin de ce qu'ils ont annoncé, mais pas trop quand même. Mais on était quand même un petit peu loin. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pensait, c'est qu'il allait avoir des Ryzen 5 avec 8 cœurs et 16 fils de calcul. Après qu'il allait avoir des Ryzen 7 avec 12 cœurs, 24 fils de calcul. Et qu'il allait avoir certainement un Ryzen 9 avec 16 cœurs, 36 fils de calcul. Donc en gros que quasiment tout était tiré vers le haut. Et que les prochains Ryzen 3 auraient 6 cœurs, 12 fils de calcul comme les Ryzen 5 actuels. Donc on avait vraiment monté le nombre de cœurs de tout. Et bien tout ça c'était faux. Ou presque faux. Il s'avère que, au final, voici les specs officiels qu'on a pour cette troisième génération de Ryzen, architecture Zen 2. On a des Ryzen 5 3600-3600X qui tournent à 6 cœurs, 12 fils de calcul. Bien évidemment, la version X a des fréquences boostées un petit peu plus hautes. On tourne autour des 4.4 GHz en boost et 3.8 en base. Ce qui est déjà plutôt pas mal sur 6 cœurs. On a ensuite deux Ryzen 7, le 3700X et le 3800X. On retrouve la nomenclature 800 comme on avait sur la première gène, mais qui avait été abandonnée sur la deuxième gène. Là, on est sur des 8 cœurs, 16 fils de calcul.
comme les Ryzen 7 à l'heure actuelle. Sauf que niveau fréquence, encore une fois, on est un peu plus haut. On est de base à 3.6 et 3.9 respectivement. Et ensuite, on va jusqu'à 4.4 et 4.5 en fréquence boostée, ce qui est excellent. Au niveau des TDP, bien évidemment, ça augmente un petit peu. Les versions X qui ont des fréquences un petit peu plus hautes, sur le Ryzen 5 95 watts, sur le Ryzen 7 105 watts, ça reste des TDP qui sont plutôt acceptables. Le Ryzen 7 3700X, là, 65 watts, parce qu'on a des fréquences qui sont plus basses que le 3800. 65 watts, c'est vraiment rien. Et le Ryzen 5 3600, 65 watts également. Bien évidemment, ça gère de la RAM en dual channel jusqu'à 3200 MHz. Il n'y a pas de partie graphique intégrée. Et ça sort le 7 juillet 2019. Le gros fer de lance de chez AMD, c'est le nouveau Ryzen 9 3900X, qui lui a 12 cœurs, 24 fils de calcul, et qui tourne à 3.8 et 4.6 en fréquence boostée. Voilà, ça c'est le gros fer de lance de chez AMD. Ils n'ont pas dévoilé de Ryzen avec 16 cœurs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Spoiler alert, il y en a un. Je vous le dis tout de suite. Les samples qu'on a eu, il y a eu des benches sur ce 16 cœurs avec 32 fils de calcul. Les benches ne sortent pas de nulle part. Ce qui veut dire qu'il existe un modèle de Ryzen 3000 avec 16 cœurs, 32 fils de calcul. Il est quelque part. C'est juste qu'AMD a voulu jouer un petit peu, a pas voulu dévoiler toutes ses cartes. Toi, tu es au poker, tu mets pas toute ta main sur la table directement au 3e tour. T'attends un petit peu. T'attends de voir ce que ton adversaire va répondre à ta première mise, tu vois. Savoir si tu réenchéris après, si t'attends un petit peu, etc. AMD a fait pareil. AMD vient attaquer Intel. Ils viennent clairement leur faire très mal parce que là c'est le coup dur pour Intel par rapport à ce qu'ils ont au niveau des processeurs. Là, on est sur des trucs qui sont vraiment imbattables au niveau des Ryzen 3000. Voilà. Donc, ils viennent vraiment attaquer Intel. Ils vont attendre que Intel réponde. Et Intel va forcément répondre. Ils vont forcément sortir d'autres trucs histoire de concurrencer ces Ryzen 3000. Et là, AMD aura une petite carte dans la manche qui sera son Ryzen avec 16 cœurs, 32 fils de calcul et faire je blâme. Tiens, contre-attaque, miroir, Exodia, 16 cœurs, 32 fils de calcul pour $600. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, ils en ont un de processeur 16 cœurs, 32 fils de calcul. C'est juste qu'ils ne le sortent pas maintenant d'un point de vue stratégique. Ils attendent que Intel réponde et c'est certainement un processeur qu'on verra un petit peu plus tard qui sera annoncé peut-être dans 4-5 mois, tu vois. Et bon, qui sera un petit peu plus cher. Bon, bien évidemment, au niveau des prix, c'est toujours hyper attractif. On est sur $200 pour le premier Ryzen 5 3600, 250 pour la version X. Le premier Ryzen 7, donc le premier processeur 8 cœurs, est à $330 et le processeur 12 cœurs est à $500. Donc on reste quand même sur des prix qui sont inférieurs à ce que fait Intel parce que si vous voulez un 8 cœurs chez Intel, c'est le 9900K et c'est minimum 500€. Voilà. Bon là bien évidemment vous rajoutez 15% sur ces prix là pour avoir le prix en euros, donc on est sur des prix qui vont s'échelonner de 20%, 15-20% de 200, ça fait du 40€, grosso modo. On est sur des prix qui vont s'échelonner entre 230€ et 550€. Voilà. 230 et 550 pour le plus haut de gamme. Et le tout étant 7 nanomètres. Alors les deux puces que vous voyez là, qui sont les deux processeurs, bien évidemment, par exemple sur le 3800, on a deux petits die qui ont chacun 4 processeurs et 8 fils de calcul, donc pour un total de 8 cœurs et 16 fils de calcul. Ces deux petits trucs sont en 7 nanomètres, et le petit die ici, qui est en fait une puce pour gérer les entrées-sorties, etc., et faire la connexion entre ces deux CPU die, eh bien lui est gravé en 14 nanomètres. Donc tout le CPU n'est pas gravé en 7, mais seulement les deux petits die pour les unités de calcul qui sont là. Bon, bien évidemment, ces CPU arrivent avec le nouveau chipset X570 qui apporte pas mal de choses, beaucoup de ports USB 3 qui sont supportés par le chipset X570, le nouveau PCI Express 4.0 qui pour l'instant sert pas vraiment pour les cartes graphiques mais sert apparemment beaucoup pour le stockage. On a 2-3 annonces sur le stockage qui utilisent cette nouvelle norme PCI Express 4.0. Également pas mal de ports SATA
et tout. Vraiment des cartes X170 avec ce chipset qui sont hyper intéressantes et qui sont bien mieux que les cartes avec les chipsets Intel. Bon, les cartes en chipset X170 ont des fonctionnalités qui rivalisent complètement et même explosent les fonctionnalités des cartes mères Intel. C'est assez agréable et appréciable. Là où Ryzen fait fort, c'est que, comme on le prévoyait, il y a une augmentation de l'IPC. Donc une augmentation des instructions par cœur au niveau de chaque processeur, ce qui veut dire que chaque cœur physique sur le processeur va être capable de faire plus de travail à chaque fois, plus d'instructions, et donc qui sont plus puissants. Et donc c'était un petit peu la bête noire des anciens Ryzen, c'était qu'en cœur simple, donc en single core, les performances étaient moins bonnes que chez Intel, notamment à cause de l'architecture, à cause des fréquences un petit peu plus basses, etc. Mais Ryzen 3 vient pallier clairement à ces problèmes. On a des fréquences qui sont plus hautes, on a une architecture qui permet d'avoir un IPC plus haut, et ce qui fait qu'au niveau des performances en jeu, parce que le gaming tire vraiment parti de ça, au niveau des performances en jeu, on a une nette amélioration entre Ryzen 2 et Ryzen 3. Donc comme vous pouvez le voir sur ce petit graphique par exemple, en orange, vous avez un Ryzen 7 3800X et en gris, vous avez un Ryzen 7 2700. Les deux sont des processeurs 8 cœurs, 16 fils de calcul. Le 3800 est un petit peu plus rapide et comme vous voyez, on a des performances qui sont bien meilleures sur le 3800X. Plus 34% de FPS sur League of Legends, plus 34 également sur CSGO, 22 sur PUBG, Overwatch 21, sur Dota on est sur plus 15 et GTA 5 plus 14%. Donc on a une augmentation du nombre d'FPS entre Ryzen 2 et Ryzen 3 qui est quand même non négligeable. On parle de quelque chose de l'ordre des 20%, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, au niveau de la rétrocompatibilité, là aussi c'est excellent, bien évidemment. Voilà, sur les chipsets X570, vous pouvez mettre du Zen+, donc Ryzen 2 et Ryzen 3. Sur les chipsets X470, B450, X370 et B350, vous pouvez mettre pas mal, presque tout. Ryzen 1, Ryzen 2, Ryzen 3. Il y a juste sur les anciens chipsets, 370 et B350, où les Ryzen 3000 sont limités à pas forcément tous les modèles. Et seulement certaines cartes mères. Donc ça va être les cartes mères les un petit peu plus haut de gamme. Et ça va être, par exemple, vous ne pourrez pas forcément mettre un Ryzen 9 3900X sur une carte mère B350. Ça sera à mon avis pas possible du tout. Par contre, vous pourrez mettre très certainement un Ryzen 5 3600X. À mon avis, ça, il n'y aura pas de souci. Ça va dépendre des cartes mères et du processeur Ryzen 3 que vous voulez mettre. Donc ça va être un petit peu du cas par cas. Il faudra regarder les sites des constructeurs, etc. Savoir si votre carte mère est compatible et tout. Mais ils essayent au maximum de garder la rétrocompatibilité avec les anciens chipsets. Donc c'est quand même plutôt bien. Force à eux. Force et courage à eux, quoi. Voilà. Bon. Donc d'excellente annonce du côté d'AMD. Puis ça s'arrête pas là. Si ça s'arrêtait là seulement. Si ça s'arrêtait seulement là. Mais c'est pas les seules annonces qu'ils ont fait. Enfin, dans le sens où on a un peu plus de caractéristiques par rapport à ces petits processeurs. Notamment le fait que tous les die des Ryzen 3000 et les capsules vont être soudés. Donc l'IHS qui est au-dessus, qui est la petite capsule en métal qui est au-dessus, là, qui recouvre ce qu'on voyait ici, là. Qui recouvre ça, là. Voilà, le truc qui vient recouvrir ça, qui est la petite capsule en métal, qu'on appelle l'IHS. Eh bien ça, c'est soudé. Ce qui veut dire qu'au niveau de la conductivité thermique, c'est mieux que de mettre juste de la pâte thermique comme le faisait Intel, avant sur ces séries 5000, 6000, 7000, 8000, etc. C'est soudé. Ce qui veut dire qu'au niveau conductivité thermique et dissipation, ça va être bien meilleur. Également, ça permet, quand tu as de meilleures performances en termes de chaleur, etc., ça te permet d'avoir un peu plus de place pour l'overclocking, parce que ton processeur va chauffer moins. Donc, des meilleures performances thermiques, ça veut dire que tu as plus de place pour l'overclocking. Et ça, c'est également une très bonne chose, parce que notamment, hop là, où est-ce que je l'ai celui-là? C'est celui-là. C'est celui-là. Il y a des gens qui ont réussi à overclocker certains des Ryzen 3000
jusqu'à 5 GHz sur un seul cœur et 4.5 sur tous les cœurs. Et je pense que c'était le... Est-ce que c'était un 3600? Je pense qu'il y a moyen que ce soit un 3600 ou un... Non, c'était le 3000... Oh, c'est le 3900X qu'ils ont réussi à overclocker à 4.5 GHz. Ce qui est... Sur tous les cœurs, c'est vraiment pas dégueu. Et à 5 GHz sur un seul cœur, c'est encore mieux. Donc, comme quoi, ça quand même, ça s'overclock plutôt bien. Ça s'overclock plutôt bien. Donc ils sont montés jusqu'à 4.8 sur tous les cœurs. Le 4.5, c'était à 1.35 volts. Ce qui veut dire que si tu augmentes encore un petit peu le voltage, bah, tu peux monter par exemple jusqu'à 4.8. Voilà. Après 5 GHz, comme ils le disent, c'est faisable, mais c'est pas facile. Pas du tout facile. Et ça va certainement rester sur un seul cœur. Bon. Donc comme vous voyez, Ryzen pour l'instant ça envoie du pâté. Il y a également des petits benchmarks sur le Ryzen 5 3600 qui ont leaké un petit peu et il a été comparé au i7 8700K. Donc c'est un processeur qui fait 6 cœurs, 12 fils de calcul contre le 8700K qui a, je pense, aussi 6 cœurs et 12 fils de calcul. Et il semblerait que d'un point de vue performance par cœur, le Ryzen 5 3600 soit un petit peu meilleur et que par exemple il soit plus rapide dans PUBG, qu'on ait plus de performance sur PUBG avec le Ryzen 5 3600 par rapport à l'Intel 8700K. C'est-à-dire qu'on parle d'environ 6% de performance en plus sur le Ryzen 5 3600. Alors que le Ryzen 5 va coûter 230 €. Donc un processeur à 230 € de chez Ryzen, de chez AMD, qui va battre le 8700K qui se vend dans les 300-330 € à l'heure actuelle. Donc là, on est vraiment sur un truc très bien. Et en plus, le TDP du 3600 est de 65 watts, ce qui fait que c'est un TDP vraiment négligeable, bon, plutôt très respectable en tout cas. Et ça ne promet que des bonnes choses. C'est grosso modo les seuls bench qu'on peut avoir et qu'on a à l'heure actuelle, parce que la sortie officielle de tous ces processeurs-là, c'est le 7 juillet 2019. Donc le 7.7, ça va être la sortie officielle. Ils ont dit que les processeurs risquent de ne pas être trop disponibles le 7 juillet. Ça va plutôt être une disponibilité qui va être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, à mon avis, le 7 juillet, ça va être une conférence. Il va y avoir une conférence, ou en tout cas, il va y avoir des reviews et des benchmarks. Ça va être la fin des NDA. Donc c'est, à mon avis, à partir de cette date-là, qu'on va voir des benchmarks indépendants, des reviews de ces processeurs, et certainement qu'AMD fera une conférence pour parler des performances et montrer plus en détail les processeurs en jeu, sur du streaming, sur de la création de contenu, etc. Donc 7 juillet de cette année, Ryzen 3, tenez-vous prêts. Voilà, par exemple, on a des petits bench sur Geekbench, 5358 en single core, 27400 en multicœur. Pour une petite comparaison, le 1800X est à 4000 points en single core et 24 000 points en multicœur. Le 8700K est à 5400 en single core et à 25 000 en multicœur. Ce qui veut dire que on est vraiment très proche du 8700K. On est un tout petit peu moins bon en single et meilleur en multicœur. Et apparemment, du coup, comme il le disait, sur PUBG, ils avaient fait un test sur PUBG et il y avait un gain sur les FPS moyens qui était entre 6% et 10% sur un jeu vidéo. Donc, ce qui est quand même non négligeable quand tu compares un processeur Intel à un processeur Ryzen. Habituellement, tu t'attends à ce que Ryzen soit derrière, et là, Ryzen était devant. Donc, c'est vraiment ça sent très bon pour AMD. Voilà. Le 7 juillet, c'est un dimanche. C'est possible qu'ils fassent une conférence un dimanche, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça, c'est parce que c'est un dimanche, donc c'est peut-être pour ça que les processeurs ne seront pas disponibles le 7, mais peut-être le 8, et qu'il y aura peut-être des stocks assez limités au début, mais qu'ils vont faire une sortie un petit peu plus pour tout le monde plus tard dans l'été. Également, comme je disais, le processeur avec 16 cœurs et 32 fils de calcul de chez AMD existe bel et bien. Il a même été spoté sur un benchmark sur Cinebench.
et il est plus rapide que le i9 9980XE, un processeur qui coûte pas moins de 2000 balles, voire même 3000 balles. Donc en gros là, on a un processeur avec 16 cœurs, un Ryzen 9, qui va coûter dans les 600-700 euros, qui explose sur Cinebench un processeur i9 de chez Intel qui coûte 2500-3000 balles. Moi je dis ça, je pose ça comme ça, je dirais, voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour analyser cette information, ça parle tout seul, clairement. Donc, c'est ces petites photos, donc un mec qui a du coup pu tester ce truc-là, hop là, et on voit qu'il y a gravé en 7 nanomètres, donc c'est forcément du Ryzen 3. On est sur des fréquences à 4.2 GHz, et ici sur la première, il essaie de montrer le nombre de cœurs, donc on voit qu'on a plus de cœurs, on est cœur 0 jusqu'à cœur là, cœur 12, et ici il y a encore cœur 13, donc c'est un 16 cœurs. Hop là, désolé, j'ai cliqué sur l'image, et quand on va sur Cinebench, vous voyez là, 16 cœurs, 32 fils de calcul, un score de 4346 en multicœur, bien évidemment. Alors que, bon, de son côté, le 9980XE a à peu près le même score, dans les 4300 et quelques. Sauf que bon, c'est un processeur avec 18 cœurs et qui coûte 2000 balles. Voilà. Bon, ça si ça dit pas que Intel est dans la merde, je sais pas ce que ça dit. Je dis pas ce que ça dit. Bon, voilà. Quoi d'autre Eh bien, AMD a également présenté ses nouvelles cartes. C'était une présentation un petit peu plus formelle. Ces nouvelles cartes graphiques, à savoir les Navi RX 5000, qui vont changer d'architecture, qui vont utiliser une architecture un petit peu hybride entre la nouvelle architecture de AMD, qui s'appelle le RDNA pour Radeon. Je sais plus également c'est quoi l'acronyme de RDNA. Radeon quelque chose, Radeon DNA. Et l'ancienne architecture GCN qu'ils utilisaient, et que les premières cartes graphiques à utiliser seulement l'architecture RDNA, ça sera les Navi 20 qui viendront en 2020 justement. Mais du coup, ils ont présenté un petit peu leur nouvelle carte. Ils ont présenté seulement la RX 5700 qui est censée venir rivaliser avec la RTX 2700 et être un tout petit peu plus performante qu'elle, genre de 10 à 15% plus performante qu'une RTX 2070. Mais ils n'ont pas vraiment montré beaucoup de choses. Ils ont montré 2-3 petits jeux, etc. Les avantages du PCI Express 4.0, comme quoi la bande passante était gigantesque et que ça battait largement n'importe quelle carte graphique en termes de performance pour la bande passante, mais ça c'est normal, on s'y attend. Mais comme c'est une carte pour le jeu, ils prévoient surtout d'en parler lors de l'E3 de cette année. C'est-à-dire que le Computex a plutôt été focusé et centré sur les nouveaux Ryzen. Ils ont juste parlé un petit peu de Navi et de la prochaine Radeon RX 5700. Mais pour vraiment avoir plus de news sur les prochaines cartes graphiques, eh ben, ça va être dévoilé lors de l'E3 parce que c'est pour les jeux vidéo, etc. Donc ça a plus de sens de parler cartes graphiques sur un événement de jeux vidéo. Et comme ça, ils pourront faire des démonstrations sur certains jeux et tout. Donc c'est pour ça que là, on a 2-3 news, mais ça reste assez incertain. On n'a pas de vrai nombre, on n'a pas de vrai benchmark. Ça viendra après le 3 2019. Donc on sait que ils sont censés avoir réussi d'avoir amélioré les performances en les multipliant par 1.25 par clock, d'avoir genre une meilleure consommation énergétique, ce qui fait que par watt, tu as quasiment 2 fois plus de performance ou presque, etc. Qu'ils ont changé la façon dont les unités de calcul étaient conçues, qu'ils ont changé la hiérarchie au niveau du cache, qu'ils ont changé les pipelines pour leur calcul, etc. avec leur nouvelle architecture, et que ça améliore un petit peu les performances par watt, les performances par clock et tout. Le seul truc qu'ils nous ont dit, c'est RX 5700, 10 à 15% de performance en plus par rapport à une RTX 2070 pour un prix à 399 US. C'est exactement ça. Celle-là. Là. Ah, est-ce que c'est celle-là?
400 US? Ouais, je pensais que c'était 400 US. Mais c'est peut-être 500 US. C'est peut-être 500 US. Possible. Donc pas trop de news de ce côté-là. Pas trop de news de ce côté-là. Bon, les plus grosses infos qu'on avait, c'était du côté des processeurs Ryzen, bien évidemment. Bon, le PCI 4.0. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça essentiellement double ou plus que double la bande passante par rapport au PCI Express 3.0. Qui va tirer parti de ça? Bah, certainement les cartes graphiques dans un futur un peu lointain, dans 2-3 ans, les cartes graphiques vont certainement commencer à exploiter le PCI 4.0 bien plus qu'elle pourrait le faire maintenant. Mais là, ceux qui commencent à exploiter le PCI 4.0, c'est les compagnies qui font des SSD pour le stockage, et notamment du stockage à très très haute vitesse. Le SATA, c'est bien, mais c'est limité à 500 MB par seconde, en lecture et en écriture. Le NVMe, ça utilise la norme PCI Express, donc ça va être du PCI Express 3.0 avec 2 lignes ou 4 lignes, donc en 2 fois ou en 4 fois. En 2 fois, tu es limité à 1500 et 1000. En 4 fois, tu es limité à 3500 et 3000, je pense, quelque chose comme ça. Mais là, du coup, si on passe sur du PCI Express 4.0, on explose ça. On est quasiment 10 fois plus rapide. Bah, peut-être pas 10 fois plus rapide, mais on est bien plus rapide. Et c'est comme ça qu'Aorus a pu montrer un premier SSD qui se base sur la norme PCI Express 4.0, qui tourne à 5 Go par seconde en lecture et en écriture. Voilà. Tout va bien, 5 Go par seconde. C'est pas forcément très très utile au commun des mortels. Vraiment pas. Déjà, avoir du 3 Go par seconde en NVMe, en PCI Express 3.0 4 fois, c'est déjà largement plus que suffisant pour n'importe qui, à moins que tu passes ton temps à copier des fichiers en 8K ou à devoir lire des fichiers en 8K vidéo, etc. Dans un logiciel de montage et que tu veux que ta lecture soit fluide. T'as aucune utilité d'avoir quelque chose au-dessus de ça, je pense. Donc là, on est quand même sur du 5 Go. Voilà. Et bien évidemment, pour surenchérir, parce que 5 Go, c'est pas beaucoup. 5 Go, c'est peut-être pas assez. Eh bien... eh bien, encore plus, encore pire. Toujours Aorus, toujours Gigabyte, qui ont montré cette petite carte PCI Express 4.0. Donc là, on est sur la norme PCI Express 4.0. Le connecteur physique change pas. C'est juste la norme qui change. Mais le connecteur physique reste le même. Qui a montré cette petite carte qui n'est pas du tout une carte graphique. Qui est en fait des SSD sur une carte PCI Express 4.0 montée en... Je pense que c'est monté en RAID en tout cas. Pour aller jusqu'à 15 Go par seconde en vitesse de transfert. Tout va bien. Tout va bien. Donc en gros, ils ont mis 4 petits SSD. Je pense qu'ils font 2 Tera chacun en plus. Quelque chose comme ça, voire même plus que ça. Ouais, je pense qu'ils font 2 Tera chacun. Donc 4 petits SSD de 2 Tera montés en RAID 0, histoire de multiplier la vitesse. Du coup, on a une capacité de 8 Tera au total sur ce petit bijou. Et avec le RAID 0, ça tourne à... voilà, 15 000 MB par seconde en lecture et en écriture. Tout va bien. Tout va bien. Pas du tout overkill. Vraiment pas du tout overkill. Bon. Voilà. C'est à peu près le tour des news qu'on avait pour AMD et tout. Et pour le PCI Express 4.0. Du côté d'Intel. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Bon, Intel, je vous avouerai qu'ils n'ont pas annoncé grand-chose de fameux. Ils ont essayé de contrer Ryzen 3000 en annonçant un nouveau 9900K, qui est le 9900K S, je pense, ou H, ou F, je sais plus. Il y en a tellement. Parce que vous avez le 9900K, standard. 8 cœurs, 16 fils de calcul, un processeur graphique intégré. Ensuite, vous avez le 9900K H, je pense, qui est la nouvelle version, je crois. Donc, ils ont essayé de lancer le nouveau KF, il y a un petit moment, qui était un 9900K sans partie graphique intégrée. Et lors du Computex, ils ont annoncé le KS, qui est un 9900K également, mais avec une fréquence de 5 GHz sur tous les cœurs. Voilà,
Alors que le cas standard, c'est 5 GHz sur 1 ou 2 cœurs, il me semble. Là, ils ont fait le cas S pour 5 GHz à travers tous les cœurs. Voilà, c'était leur tentative de contrer Ryzen 3. Voilà. À part ça, ils ont essayé de montrer 2-3 trucs en disant genre oui, alors vous inquiétez pas, le 10 nanomètres, ça va arriver, ça arrive avant la fin de l'année avec Ice Lake où on fait du 10 nanomètres et c'est vraiment tout est gravé en 10 nanomètres, mais ça vient d'abord sur les PC portables et les puces mobiles et ensuite en 2020, ça viendra certainement sur les processeurs pour les PC de bureau, etc. Mais on va commencer d'abord par le 10 nanomètres sur les puces un petit peu moins chères à faire et moins compliquées à faire, qui sont les puces pour mobile et pour PC portable. Pour l'instant, on va rester sur du 14 nanomètres pour les processeurs de bureau avec la génération 10, je pense, quelque chose comme ça. Bref, ils ont vraiment rien annoncé de bien folichon. C'est long à lire, c'est chiant, et il n'y a pas grand chose à en tirer. Il n'y a vraiment pas de truc waouh nouveau qu'a annoncé Intel. Voilà, ils ont lancé du Thunderbolt sur certaines nouvelles architectures, ils ont annoncé le nouvel comment était fait Ice Lake, etc., etc. Bref, rien de bien fou. Rien vraiment de bien fou. Voilà, je suis vraiment très déçu de la part de chez Intel. Par contre, Nvidia a annoncé 2-3 trucs plutôt pas dégueux. On sait toujours pas vraiment ce que c'est Nvidia Super. Ils ont pas dévoilé grand chose par rapport à cette annonce là. Par contre, ils ont annoncé 2-3 trucs. Notamment, première chose, Quake 2, on en parlait il y a pas longtemps. Ils ont tout refait avec du ray tracing, illumination globale en ray tracing, etc., réflexion et tout. Et en gros, c'est open source et ils vont le ressortir, voilà, gratuitement. Il y aura 3 niveaux, je pense, ou 3 chapitres de Quake 2 qui seront jouables gratuitement avec la nouvelle technologie ray tracing et tout. Et sinon, le jeu, vous pourrez l'acheter et vous pourrez y rejouer. Ceux qui ont déjà Quake 2, bien évidemment, ont cette upgrade gratuitement aussi. Et c'est même applicable en multijoueur. C'est-à-dire que même en multijoueur, vous pourrez activer le ray tracing et tout. En plus, ils n'ont pas seulement ajouté le ray tracing, ils ont également changé les modèles des armes et des textures. Donc les textures des armes, ils ont changé tous les modèles des armes et toutes les textures des armes. Ils ont mis tout un pack de textures pour toutes les textures du jeu qui ont été du coup améliorées, qui a un pack qui a été fait par un autre modeur, etc. Ils ont utilisé ce mode-là pour améliorer toutes les textures du jeu. Ils ont également ajouté pas mal d'effets de particules au niveau des tirs, etc., au niveau du feu. Ils ont également, je pense, refait 2-3 autres trucs au niveau du son. Bref, ils n'ont pas juste rajouté le ray tracing, ils se sont dit on va revoir un petit peu l'ensemble du jeu. Texture, modèle, effets de particules et tout. Donc c'était vraiment... ça peut être vraiment intéressant et j'espère et j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus sur ce petit Quake 2 avec le ray tracing. Bon, également, ce qu'ils ont annoncé, ils ont annoncé aussi que le prochain Wolfenstein Youngblood, oula, vraiment une prononciation anglaise comme ça, donc Wolfenstein Youngblood aura le ray tracing avec Vulkan. Donc en gros, ça va tourner sur Vulkan, sur l'API Vulkan. Et ça va prendre en charge le ray tracing avec l'extension de l'API qui sera NVIDIA VK Ray, donc le ray tracing pour Vulkan. Et il y aura également le variable shading rate qui permet de gagner des performances au niveau des shaders en adaptant la quantité de shaders suivant les zones que tu regardes et les zones qui sont plus ou moins détaillées. Quake 2, ça va sortir le 6 juin et je pense que Wolfenstein Youngblood, ça va sortir le 26 juillet, quelque chose comme ça. Ils ont également annoncé d'autres choses. Bien évidemment, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont annoncé un truc qui va être assez intéressant pour les créateurs de contenu, qui est du coup les nouveaux drivers studio, ou plutôt les nouveaux également la gamme studio de chez Nvidia, qui en gros consiste à une série de PC de bureau, PC portable, etc., qui utilisent les nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX ou des Quadro RTX et qui se basent également sur les nouveaux drivers studio. Donc en gros, Nvidia fait maintenant 2 sets de drivers, un set de drivers pour le gaming et un set de drivers pour les créateurs de contenu qui s'appelle Studio. Et ces drivers de création permettent d'améliorer les performances
sur différents logiciels, notamment Premiere Pro, DaVinci Resolve, je pense, Autodesk Maya, Autodesk 3D Studio Max, quelque chose comme ça, qui permet du coup d'améliorer grandement les performances quand vous utilisez une carte graphique GeForce de 10e génération, donc GTX 1060, 1070, 1080, ou de architecture Turing, donc RTX 1060, 1060 Ti, etc., ou une GeForce RTX. Ça permet vraiment d'améliorer les performances en utilisant la puissance du GPU. Donc ils ont annoncé ça, et ils ont également annoncé un peu sous le tapis un refresh des RTX 2060, 2070 et 2080. Voilà. Donc ça, ils en ont parlé pas vraiment pendant les conférences, c'est plutôt un leak qui a été posté par Tweaktown, qui a eu des détails là-dessus. Donc c'est une rumeur, ça reste une rumeur, mais il semblerait qu'il y ait effectivement genre un petit refresh de l'architecture Turing qui arrive, notamment de 3 cartes, la 2060, 2070 et 2080, qui vont avoir de la GDDR6 plus rapide et aussi des fréquences d'horloge plus rapides. Donc un boost au niveau de la mémoire, une mémoire qui sera plus rapide, et aussi un boost au niveau des fréquences. Donc ils vont certainement en parler lors de l'E3 2019. Ça va être avec le label Super. Et également, il y aura certainement une diminution des prix au niveau des RTX 2060, 2070 et 2080 actuels. De l'ordre de, je pense, il disait, de l'ordre de $100. Quelque chose comme ça. À moins que ce soit les nouvelles qui soient moins chères. Que Nvidia baisse le prix des nouvelles cartes, qui auront peut-être la labellation justement RTX 2060 Super, RTX 2070 Super et GeForce RTX 2080 Super. Et il semblerait que si on a le rabais, ou plutôt la diminution de prix qui a été leakée, fuitée, qui est quand même de $100, on pourrait avoir une 2060 à $250, une 2070 à $400 et une 2080 à $600. Ce qui est plutôt des bons prix un petit peu. Bon, voilà. C'était tout pour le Tech Talk de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Puis comme d'hab, moi je vous dis à ciao, bonsoir.